Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous pour cette autre édition d'Info Afrique sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. Le week-end dernier, le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et le représentant de la CEDEAO étaient à Kidal, c'est au Mali, une visite motivée par les récents événements survenus dans la région. L'agression des 3 ministres et des grenades lancées récemment sur des gardes maliens devant la BMS à Kidal n'ont pas laissé la CEDEAO et les Nations Unies indifférentes. C'est tout le sens de cette visite du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies Abdoulaye Bathily et du représentant de la CEDEAO Abdou Chaka Touré. Sitôt arrivés, les deux personnalités ont rencontré le gouverneur de Kidal et son staff dans les locaux de l'ex-mairie. Ici, le gouverneur Kamisoko a d'abord expliqué les conditions de vie très difficiles de l'administration générale et de l'armée malienne présente à Kidal, avant de signifier son engagement pour respecter et faire respecter l'accord préliminaire signé à Ouagadougou. Eh bien, nous sommes venus pour nous informer de la situation et recueillir l'avis des différents acteurs sur comment ils voient cette situation et quelles perspectives. La délégation a ensuite rencontré successivement le MNLA et les responsables du HQA. Ces deux partis ont fait la genèse des multiples rébellions survenues au Mali avant d'évoquer leur volonté d'œuvrer pour une paix durable. J'ai bon espoir, puisque des engagements ont été pris, en tout cas, pour dire que les uns et les autres demeurent fidèles au processus de paix, vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce processus de paix ne déraille pas. Nous pensons qu'à partir du moment où tout le monde reste dans ce momentum, il y a les raisons d'être optimiste et de savoir que tous les Maliens, quels qu'ils soient, sont conscients qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autres issues que le fait de se parler, le fait d'instaurer la paix pour le Mali, la paix pour la sous-région et comme ils l'ont dit, la paix pour le monde, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali, ça menace tout le monde entier. Avant de quitter Kidal, la délégation a rendu une visite de courtoisie à l'Aminokal Intala Ag Atayer. Et puis, atelier relatif à la gestion des catastrophes naturelles au Togo. Il est question pendant 2 jours de préparer les acteurs en gestion de catastrophes naturelles en leur donnant des outils nécessaires pour répondre avec efficacité en cas d'urgence. 5 mois après l'actualisation des instruments de réponse aux catastrophes naturelles et anthropiques, les acteurs se retrouvent à Kpalimé cette fois pour une mise à niveau sur l'évaluation rapide des dégâts et besoins en cas de catastrophe. Une étape décisive qui témoigne de la volonté de l'État à donner une réponse efficace et efficiente aux catastrophes naturelles. Les données qualitatives et quantitatives nécessaires à l'appréciation des besoins ne peuvent être obtenues qu'à partir d'une évaluation rapide qui définit le niveau et le type d'assistance immédiate à apporter aux victimes. Elle peut être suivie d'une évaluation approfondie pour une estimation des besoins à moyen terme et dans l'optique d'un relèvement. Il est évident qu'une évaluation rapide et fiable ne peut être conduite que par des techniciens dotés d'expertise de base dans les différents secteurs d'intervention. Le présent atelier s'inscrit dans cette optique et vise au renforcement des capacités des potentiels évaluateurs. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, cet atelier de formation qui va durer 2 jours constitue un cadre pratique devant aboutir à l'implémentation des outils d'évaluation rapide des dégâts et besoins en cas de catastrophe. Préparer les pèlerins à la maîtrise des rites, mais également des sites afin de réduire les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur la Terre Sainte. Tel est l'objet de cette séance de formation et d'information au Centre culturel islamique pour les pèlerins au Hajj 2013. La Kaaba déplacée sur le terrain du Centre culturel islamique ce jeudi. Pour cause, la Jeunesse pour l'épanouissement et le développement intégral, GEDI, a initié une formation sur le thème « Maîtrise des rites et sites dans l'accomplissement du Hajj à l'endroit des pèlerins ».
Beaucoup sont ces pèlerins qui rencontrent des difficultés par manque d'informations une fois en Terre Sainte. D'où cette formation qui vise à leur procurer les informations nécessaires sur les sites et les rites à accomplir à la Mecque. Ce matin, nous avons organisé une séance de formation et de démonstration pratique de toutes les prières et des rites de l'islam qu'ils iront accomplir pour bien réussir le 5e pilier de l'islam qui est le Hajj. C'est la première fois qu'une telle activité est organisée au Togo. Le directeur du centre islamique apprécie cette initiative de l'association Jedi. Même sentiment partagé par le parrain de l'événement, Afo Achadedi, directeur général de Togo Cellulaire, qui n'a pas hésité à se joindre à cette organisation. Nous avons une association dénommée Jedi. À sa naissance, m'a sollicité pour que je sois parrain de cette association-là. Nos pèlerins qui vont arriver au lieu saint, qu'ils puissent dès maintenant, avant leur départ, être sensibilisés et savoir ce qui les attend là-bas. Les fidèles pèlerins se disent comblés par cette formation qui leur permettra d'effectuer un bon Hajj. Depuis l'organisation des Hajj, cette initiation pareille n'a été jamais faite. C'est la première fois que ça se fait au Togo. Je crois que c'est une bonne initiative et on apprécie bien ça de justice, à justice. Guide du pèlerin, c'est donc ce document qui accompagnera les pèlerins pour un Hajj réussi. L'ouvrage préparé par Jedi a été remis au président des associations du Hajj. Le chef de la sécurité pénitentiaire au Gabon vient de réunir ses troupes. Il s'agissait de partager sa vision sur la sécurité pénitentiaire. Justement, le rassemblement s'est déroulé à la prison centrale de Libreville en présence du conseiller du ministre de la Justice. Première prise de contact du général de brigade Mohamed Sharif Monza depuis sa nomination en Conseil des ministres du 18 septembre, commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Une mission très délicate que lui a confiée le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il faut que dans peu de temps, la sécurité pénitentiaire ait retrouvé sa place au sein de la grande famille des forces de défense et de sécurité. Plusieurs stratégies ont été élaborées par nos prédécesseurs, mais en vain. Je vous communique la nôtre qui a commencé par prendre l'ascendant sur les détenus, ce qui justifie notre mission de maintien de rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires. C'est la raison pour laquelle vous avez vu cette opération de grande envergure d'évacuation des détenus et de fouilles menées conjointement avec les autres forces de défense et de sécurité. En effet, le constat est que la sécurité pénitentiaire a perdu ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, le nouveau commandant en chef a décidé de mettre fin aux maux qui gangrènent ce corps. Il y a trop de commérages, des dénonciations calomnieuses, injurieuses, des dénigrements, surtout par voie de presse. Deux hommes de terrain et d'expérience qui viennent de la police nationale, Mohamed Sharif Monza et son second Jean-Germain Fayong. Selon certaines indiscrétions, la nomination des policiers à la sécurité pénitentiaire est une violation des textes. Ce qui est important, c'est d'abord de juguler rapidement une crise en mettant parfois les hommes qui remplissent ces qualités. Et on peut par la suite régulariser tout ça. Mais sinon, ceux qui prennent ces décisions s'appuient avant sur des textes qui ne sont peut-être pas à votre portée. Étant donné que la sécurité pénitentiaire est une force de sécurité qui ne dit pas son nom, même si les textes pour l'instant ne le confirment pas, mais ça va évoluer parce que vous voyez bien que si aujourd'hui les forces de police nationale sont une force de sécurité parce qu'ils traquent les bandits en amont, la sécurité pénitentiaire traque également les bandits en aval. Mohamed Sharif Monza, qui a rappelé que la sécurité pénitentiaire est une force de sécurité, à ce titre, elle obéit à un certain nombre de principes déontologiques, un message qui sera relayé dans toutes les unités de la sécurité pénitentiaire au cours de la tournée qu'il effectuera dans un futur proche en province. En séjour en Kinshasa, le ministre provincial du Katanga, c'est en République démocratique du Congo, chargé également des finances, a fait un plaidoyer au ministère de l'Industrie. Il était question de la relance de la cimenterie dans la province du Katanga.
Les possibilités de relancer l'ancimenterie de Louboudi, dénommée Simekat aux arrêts depuis maintenant 3 ans, ont été examinées ce mercredi au cours d'une séance de travail que le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Rémi Musungai Bampale, a eu avec le ministre provincial du Katanga en charge de finances, M. Christian Mwando Simba. Ce dernier a fait comprendre à l'autorité de l'industrie que la faillite de cette cimenterie présente aujourd'hui les effets néfastes dans le domaine de la construction. Pour preuve, un sac de ciment qui s'est vendu à 12 000 francs congolais se négocie actuellement à 27 000 francs congolais, alors que les taux d'importation du ciment de la Zambie vers les Katanga s'accroît au jour le jour. D'où, affirme-t-il, la relance de cette usine permettra à l'entreprise de sortir de son marasme. Réceptif à cette démarche qui cadre avec la lettre d'émission du gouvernement, le ministre Musungai a pris des dispositions nécessaires et des résolutions à proposer au gouvernement pour la relance rapide de cette usine en vue de permettre à la population d'avoir le ciment socle du développement et de la construction. Et puis, signature ce samedi 5 octobre 2013 d'un accord entre l'Algérie et l'ArcelorMittal, accord qui sera signé, qui donc prévoit une augmentation du capital de l'Algérie de 51%. Le groupe public Schneider et son partenaire ArcelorMittal vont signer dès la semaine prochaine un nouveau pacte d'actionnaires qui va accorder 51% du capital du complexe El Hadjar au groupe algérien. Une signature qui intervient en application de l'accord de partenariat conclu entre les deux parties et validé par le Conseil de participation de l'État le 25 septembre dernier. Samedi prochain, nous allons signer un accord avec ArcelorMittal qui détenait 70% des actions du complexe d'Al Hadjar, alors que l'Algérie détenait 30%. Nous avons mené avec succès les négociations pour permettre à l'Algérie de détenir 51% des actions du complexe industriel et 51% des mines d'El Ouanza et de participer à leur développement. Abdelmalek Sellel a affirmé par ailleurs que la tripartite prévue pour le 10 de ce mois sera consacrée à l'examen des voies et moyens à même de consacrer le développement économique et de consolider les investissements en Algérie. À la fin de la semaine prochaine, nous organiserons une grande rencontre économique, une tripartite qui réunira des chefs d'entreprise et des représentants du syndicat pour étudier le développement économique et l'investissement en Algérie. Le but est d'aboutir à une charte en toute objectivité pour consacrer un développement qui profitera à l'Algérie. L'industrie et l'agriculture domineront la tripartite du 10 octobre prochain, une tripartite très attendue dans la mesure où des actions concrètes sur le terrain sont attendues. Et puis parlons des législatives et municipales qui se sont déroulées au Cameroun le 30 septembre dernier. Les candidats se sont exprimés au micro d'Afrique Média qui est allé à la rencontre de la population dans le nord du pays. Voici leur impression. En tant que tête de liste municipale et à Maroc Premier, malgré la fraude, nous restons sereins pour la suite des élections. Je suis Maïmouna Boulo, tête de liste du FSNC. Je pense quand même qu'aujourd'hui, tout se passe bien dans la région. On a essayé de sillonner tous nos bureaux de vote. L'opposition s'est donné des mains. On s'est pris des coudes pour qu'il ne se passe rien dans la région de l'extrême nord. Donc aujourd'hui, ce que les autres ont voulu faire ou qui avaient l'habitude de faire n'ont pas pu le faire. Et je pense qu'au soir de ce jour, on saurait de quoi ça retourne. On peut dire qu'il y a un peu de déception là-dedans parce qu'on pensait qu'avec l'avènement de la biométrie, on était à l'abri de la fraude. Mais ce qu'on a vécu aujourd'hui pendant la semaine avec l'achat des cartes électorales, avec l'achat des votes à l'entrée des bureaux de vote et tout ça là,
c'est regrettable pour la démocratie camerounaise. Nous, on rêvait d'une démocratie propre pour le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un pays extraordinaire et qui mérite véritablement que tous les acteurs se mettent d'accord pour faire de ces pays-là un pays crédible. Mais à partir de ce que j'ai vu cette journée-là, je doute fort de notre capacité à effectivement être des bons démocrates. Nous sommes sereins, hein? Ce n'est pas parce que on décrit la fraude et tout ça là qu'on n'est pas serein. On est serein, on pense que le résultat, on ne le sait pas encore, mais on pense que le résultat sera pour nous un résultat favorable. Et puis toujours par rapport à ce double scrutin législatif et municipal au Cameroun, le verdict des urnes commence à être connu. À Yaoundé 2, par exemple, dans le département du Fundi, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, rafle la mise des sièges au pouvoir avec 29,5%. Le MRC n'aura pas démérité. Tous les détails des résultats dans la commune de Yaoundé 2, c'est dans ce reportage. 72 heures, soit 3 jours, c'est le délai requis conformément à la loi électorale en vigueur au Cameroun pour la publication des résultats pour ce qui est du scrutin municipal. Dans l'arrondissement de Yaoundé 2, la commission communale de cette circonscription administrative a rendu public ce jeudi 3 octobre le verdict des urnes pour les municipales du 30 septembre. Ce résultat estimé en pourcentage se présente ainsi qu'il suit. RDPC 51%, MRC 29,5%, UNDP 11%, UMS 4%, UDC 4,3%. Avec 51%, le RDPC est donc majoritaire. Et tel que le prescrit l'alinéa 2 de l'article 172 du Code électoral, le Parti des Flammes remporte ainsi la totalité des sièges à pouvoir dans cette commune. Luc Assamba, maire sortant, voit ainsi son mandat renouvelé pour une période de 5 ans. Il nous livre ici les secrets de sa réélection. Avant ces élections, on a reçu des recommandations de la hiérarchie. Comment on devait se déplacer sur le terrain, comment est-ce qu'on devrait mener la campagne. Et tout ce qui a été dit a été minutieusement bien retenu et bien suivi. On a donc travaillé en tant que démocrate jusqu'au jour J du scrutin où on s'est comporté sans aucune méthode orthodoxe à la démocratie. Avec 29,5%, le MRC du juriste Maurice Kamto n'aura pas démérité. D'autant plus que cette formation politique devance de loin des partis tels que l'UNDP et l'UDC, nantis pourtant d'une grande expérience politique. Maître Sim, qui représente le MRC à cette séance de publication, salue la victoire du RDPC avec beaucoup de fair play. Je pense que nous devons apprendre dans ce pays à respecter les résultats, à féliciter les vainqueurs. Et nous espérons simplement que la prochaine fois, l'élection sera encore mieux organisée parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas y revenir. Nous pensons que dès demain, il faudra penser à l'avenir et penser au combat qui nous attendent. Pour nous, ce scrutin était un premier tour. Je peux vous dire qu'il y aura un deuxième tour très bientôt. À l'image des 6 autres arrondissements du département du Fundi, Yaoundé 2 demeure donc le bastion du RDPC. Il ne reste plus qu'aux nouveaux élus de démontrer aux électeurs qu'ils ont eu raison de leur renouveler leur confiance. Et on ferme ce dossier pour parler maintenant des douanes camerounaises qui accueillent 4 nouveaux commandants. Ils ont été nommés par décret du Premier ministre chef du gouvernement camerounais. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur général des douanes camerounaises. 4 nouveaux commandants pour l'administration des douanes camerounaises. Nommés respectivement par décret du Premier ministre chef du gouvernement, ils ont reçu leurs épaulettes ce 4 octobre 2013 au cours d'une grande cérémonie dans un quartier chic de la ville de Yaoundé. La cérémonie présidée par le directeur général des douanes, Mme Libom Lilikin Minette, était aussi en présence de hauts responsables de l'armée camerounaise et de la douane. Une cérémonie qui était un prélude à la 3e réunion de coordination des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes qui se tenait à un hôtel du côté de Bastos. Et sur les objectifs ainsi que les enjeux de cette assise, voici le directeur général des douanes.
Cette réunion de coordination a été programmée pour que nous élaborions la stratégie, la task force qui va nous permettre pour les 3 derniers mois de réajuster, de remobiliser, de recentrer toutes les énergies vers l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés. La 3e réunion de coordination de l'année 2013 de la douane se tient donc dans un contexte tout à fait particulier, avec notamment des objectifs. Premièrement, au plan conjoncturel, cette réunion de coordination des services centraux et déconcentrés de la douane se tient à quelques mois seulement de la fin d'année, qui est souvent synonyme d'importantes importations, comme à l'accoutumée, notamment pour la préparation des fêtes de fin d'année. Le deuxième contexte est celui de l'environnement économique, avec une coordination générale du 4 octobre 2013 qui est programmée au lendemain de la visite des institutions financières internationales, dont le point d'orgue était justement axé sur l'évaluation des performances économiques et budgétaires du Cameroun au premier semestre 2013. D'après le communiqué du ministre des Finances, l'État du Cameroun en fin juin 2013, les recettes douanières se chiffraient à 287 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 92,5%. Le troisième contexte est celui de la stratégie. Et la 3e réunion se tient après la 6e édition des Journées nationales du management qui se sont déroulées du 18 au 20 septembre 2013 dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, avec Madame le directeur général des douanes qui était présidente de cet événement placé sous le thème « Leadership, délégation et performance des entreprises ». Le 4e et dernier contexte étant celui institutionnel, et cette fois-ci, les douanes camerounaises visaient particulièrement l'élaboration de la stratégie de recettes pour le 4e trimestre 2013, qui doit aller bien au-delà des participants traditionnels, avec notamment les chefs de division et assimilés, les chefs de secteur des douanes, les commandants, les groupements actifs des douanes, les chefs de cellules, chefs de services centraux et extérieurs. Et puis en prélude à la journée mondiale de la Poste célébrée chaque 9 octobre, les Camerounais ont eu l'honneur de se faire servir au guichet par le directeur général de Campost en personne. Une surprise pour ses clients. Se faire servir au guichet par un directeur général d'une société d'État au Cameroun, cela n'arrive pas forcément tous les jours. C'est pourtant la surprise agréable qu'ont eu les usagers de la Campost dans la ville de Yaoundé le 4 octobre 2013. C'est tout un honneur pour moi d'être servi par le directeur, surtout que j'ai constaté aujourd'hui que qu'ils étaient particulièrement gentils. J'ai tout d'abord été un peu effrayé et ensuite il m'a rassuré. Et je trouve que c'est bien. Et si c'était comme ça tous les jours, ça pourrait être mieux. Nous sommes des clients habituels de la maison. Et là, de se faire servir par le DG, c'est assez fort, c'est un signal. Une opération de charme donc envers la clientèle qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la Poste qui se célèbre le 9 octobre prochain sous le thème « La Poste fait partie de notre vie et de celle des entreprises au quotidien ». Et le directeur général de Campost à cette occasion a donc voulu montrer l'exemple. C'est le message que nous souhaitons faire passer aujourd'hui dans cette journée des valeurs de la Campost. C'est le message que la Campost est une et indivisible. C'est-à-dire que depuis la direction générale jusqu'aux opérateurs des guichets, face aux clients, notre considération, notre besoin, c'est la considération principale du client. En prélude donc à cette célébration au Cameroun, il est organisé toute une semaine de la Poste qui est axée autour de la Semaine internationale de la lettre écrite, au cours de laquelle la promotion du concours de la plus belle lettre écrite est faite à l'intention des jeunes. Les lauréats 2013 recevront donc les bourses scolaires de 100 000 francs CFA chacune, offertes par l'entreprise, et ce sera le 9 octobre prochain, tandis que le ministre des Postes et Télécommunications va dévoiler le thème de l'édition de 2014. Et puis terminons avec le centre d'accueil et de prise en charge des personnes âgées Béthanie Viacam au secours des vieillards au Cameroun. Il reçoit ces personnes âgées et s'en occupe. En tout cas, c'est ce que nous montrent ces images. Si vieillesse pouvait, les personnes du 3e âge sont considérées comme étant le puits de la sagesse en Afrique.
Une sagesse dont la mise en pratique se heurte cependant à l'absence de force. Comment s'en sortent-ils donc ces vieillards sans le soutien de leur famille? Ici à Yaoundé, le centre d'accueil et de prise en charge des personnes âgées, Bethany Viakam, reçoit des vieillards abandonnés à eux-mêmes, des personnes sans force, en proie à la solitude et même aux maladies. On est isolé et on peut être abattu et il y a un problème de stress et de loisir qui se pose. Je suis très paludéenne. Au moment où je vous parle même, j'ai fait une crise de palu hier et j'ai très mal à la tête. Dans cette maison de retraite, considérée comme un hôpital ou encore mieux comme une crèche au regard de la nature des services, les vieillards sont traités comme des bébés. Les repas leur sont servis régulièrement par des auxiliaires de vie sociale. Leurs vêtements sont lavés, bref, ils sont aux petits soins à tel point que certains se sentent mieux ici que chez eux. Je viens d'arriver et puis je n'ai pas tellement de problèmes parce que ici on me sert bien, on me fait manger, on me fait laver mes habits, alors je n'ai pas de problème ici. Je suis seulement très content. Ensuite, j'ai pris le bon Dieu de nous faire avancer toujours. Comme mes camarades qui sont valables ici, je peux dire que nous tous, on ne se fâche pas. On nous sert bien ici. Et même si Bethany Viakam reçoit de temps en temps des dons matériels et financiers de la part de certains bienfaiteurs, beaucoup reste à faire. Très seul et très abandonné, j'écris des poèmes et tout ça. Tout ça, je vous disais que mes bics ne marchent pas. SOS, donnez-moi un bic. Dans la religion chrétienne, Bethany représente le lieu d'exil de Jésus-Christ. Quant à Viakam, c'est un sigle qui signifie vieillard abandonné du Cameroun. La maison de retraite Bethany Viakam a été mise sur pied par une religieuse de bonne volonté en 1985. Depuis cette date, le dit établissement aide avec des moyens de bord les vieillards en détresse. Le soutien du gouvernement ne lui serait donc pas superflu. C'est la fin d'Info Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.